Quand, en octobre 1939, rentrant d'un reportage en Lorraine, j'intitulais mon article Drôle de guerre, je ne me doutais pas du retentissement que la formule allait avoir. Roland d'Orgelès. « 2000 ans d'histoire. Les Français l'ont appelée la drôle de guerre, les Anglais la funny war, un semblant de guerre, et les Allemands la Sitzkrieg, la guerre assise, une période de 8 mois, pendant lesquels, du 1er septembre 1939 au 10 mai 1940, le long des frontières franco-allemandes et franco-belges, des millions de soldats sont restés face à face, l'arme au pied, en attendant une bataille qui ne venait pas. L'ironie du sort aura donc voulu que le conflit le plus meurtrier de tous les temps commence sur le front ouest, par cette guerre étrange, sans ligne de feu, sans combat et presque sans mort. Drôle de guerre, en effet, jusqu'à la veille de l'offensive allemande, qui le 10 mai 1940 allait provoquer en 6 semaines la défaite de la France. Au matin du 9 mai, sur notre front, c'est encore pour un jour, pour quelques heures, la guerre telle qu'elle fut pendant 8 mois. Action locale restreinte en tentatives ennemies de surprise et de coups de main, dont l'aube révélait les échecs au-delà des chicanes et des barbelés des petits postes, tenus avec un cran égal par nos soldats de la métropole et nos soldats indigènes. Au matin du 9 mai, contre les casemates allemandes, ce sont encore les tirs habituels, soigneusement étudiés par les observateurs, les photographes aux ingénieux appareils à surprendre et à voir. C'est encore l'activité habituelle de notre artillerie avancée. Ainsi était encore la guerre au matin du 9 mai, sur notre front que l'ennemi en 8 mois n'avait pas osé attaquer de face. Et oui, pendant les 8 premiers mois de la Deuxième Guerre mondiale, il ne s'est en effet presque rien passé sur le front ouest entre le 1er septembre 1939 et le 10 mai 1940. C'est ce qu'on a appelé la drôle de guerre, à laquelle mon invité d'aujourd'hui a consacré les premiers chapitres de son livre 1940, l'année noire, un livre publié chez Fayard. Jean-Pierre Azéma, bonjour. Bonjour. Alors c'est Roland d'Orgelès, vous le dites, qui a donné son nom à cette période de la guerre, une drôle de guerre, qui a commencé, on l'oublie toujours, par une déclaration de guerre de la France et de la Grande-Bretagne à l'Allemagne. Hitler a d'ailleurs en a profité pour dire qu'au fond les agresseurs, c'était les Français et les Anglais. Comment expliquer que Français et Anglais qui ont laissé faire Hitler, on en a parlé hier dans cette émission, qui l'ont laissé faire en annexant l'Autriche, en annexant les Sudètes avec l'autorisation, si on peut dire, des Alliés à Munich, en annexant le reste de la Tchécoslovaquie début 1939, décident pour la Pologne, quand Hitler a envahi la Pologne, de lui déclarer la guerre. Eh bien, parce que, vous venez de le dire, Hitler mange, si j'ose dire, dévore du slave. En mars 1939, lorsque c'est le premier coup de Prague. Jusque-là, on avait les Anglais surtout, ceux qu'on appelait les partisans de l'appeasement, pensaient qu'il y aurait une récupération de ce que les Allemands appellent les Volksdeutsch, c'est-à-dire ceux qu'ils considéraient ethniquement comme des Allemands. Les Autrichiens et les Sudètes. Voilà. Mais là, ils s'attaquent à des Slaves, aux Tchèques. Et à ce moment-là, pour les Anglais, c'est le signal. C'est le signal qu'il faut changer de politique, qu'il ne faut plus tolérer aucune autre agression territoriale donc, du Reich, qui devient dangereux parce qu'il rompt l'équilibre fondamental européen qui est une des constantes de la vie, des relations internationales aux yeux des Britanniques. Et les Français sont exactement dans le même esprit. Et de surcroît, ils n'ont plus tellement de choix, car ils sont
tenus par ce qu'on appelle la gouvernante anglaise. Ils doivent donc suivre les Anglais. Et les premiers à déclarer la guerre, ce sont les Anglais. Et ce sont, dans l'après-midi, ensuite suivis par les Français. Il faut rappeler d'ailleurs l'ordre dans lequel ça s'est passé. Le 1er septembre, donc, Hitler attaque la Pologne. Le 2, les Français mobilisent. Le 3, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, suivi un peu plus tard par l'ambassadeur de France, qui était Coulondre, se rend auprès de Hitler pour dire que, comme la France était engagée auprès des Polonais, elle était en état de guerre. Le mot guerre n'est pas employé. Ce qui est extraordinaire quand on vous lit Jean-Pierre Azéma, c'est que Hitler lui-même a l'air surpris que la France et la Grande-Bretagne lui déclarent la guerre. Pas la France, parce que dans le fond, il s'y attendait et il n'en avait pas trop peur, car il considérait que la France n'avait plus les vertus militaires et guerrières qu'on lui prêtait, trop enjuivée, trop négrifiée, bon, etc., etc. Bon, donc il savait le conflit inéluctable et il pensait qu'il battrait l'ennemi héréditaire. Mais les Anglais, il espérait que les Anglais se tiendraient somme toute, comme à Munich, reculerait au dernier moment, et donc qu'il n'aurait en face de lui que les Français. Alors sa surprise, ça a été effectivement lorsque la Grande-Bretagne a déclaré la guerre, et de manière tout à fait stupéfiante. Ribbentrop, qui était le patron des affaires étrangères du Reich, à la Wilhelmstrasse, se doutait un peu de ce qui allait se passer, selon les dernières nouvelles. Voilà. Et donc, il n'est pas resté à son ministère, et il s'est réfugié auprès de Hitler, à la chancellerie. Et donc, il a laissé à un ambassadeur en qui il avait tout à fait confiance le soin de recevoir l'ambassadeur de Grande-Bretagne auprès du Reich, qui lui a fait connaître que officiellement, donc, la Grande-Bretagne se considérait en guerre dès lors que les troupes de la Wehrmacht n'étaient pas reculées, n'avaient pas retourné derrière les frontières germano-polonaises. Alors, ce monsieur Schmitt, puisqu'il s'appelle ainsi, s'en va à la chancellerie et puis il dit voilà, j'ai reçu, etc., etc. Surprise de Hitler, et qui dit à ce moment-là, und nun, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et Ribbentrop lui dit, maintenant, c'est la guerre du côté des Britanniques, ce qui est remarquable. L'après-midi ou quelques heures plus tard, Coulondre viendra déclarer officiellement la guerre. Mais ça, si j'ose dire, pour Hitler, c'était banal. Le 1er septembre, à l'aube, les troupes allemandes attaquent la Pologne sans déclaration de guerre. Le peuple polonais tout entier fait face à l'agresseur. Calme, résolu, les Français rejoignent leur corps, sachant que c'est pour abattre la plus effroyable des tyrannies qu'ils prennent les armes. Dans le plus grand calme, les réservistes rejoignent les points de concentration qui leur sont désignés. Dans les casernes, les rappelés prennent livraison de leur pactage. Et ça fait d'excellents Français. C'était évidemment une très célèbre chanson de Maurice Chevalier, une chanson qui justement rappelait ce début de guerre, j'apprends beaucoup de choses dans votre livre, Jean-Pierre Azéma. Contrairement à une idée reçue, et c'est assez conforme à la chanson qu'on entend de Chevalier, les Français ne sont pas entrés en guerre à reculons, alors que le pacifisme était assez fort, on en a parlé hier, dans les années 30, là il disparaît presque complètement. Oui, presque complètement. Ceux qui sont partis, qui ont repris leur barda, n'y sont pas partis gaiement. Pas plus d'ailleurs qu'ils n'étaient partis en 14, gaiement à la guerre. Pas la fleur au fusil. Julien Gracq dit quelque part que encore en 14, il pensait, car une bonne partie étaient des paysans, qu'ils reviendraient pour faire leur vendange. Et il ajoute, et cette fois, il savait qu'ils ne feraient pas leur vendange. Cela étant, ils sont partis déterminés, pas la fleur au fusil, mais déterminés. Pourquoi ? Parce que, il y avait eu Munich, il y avait eu ceci, il y avait eu cela, il y avait une mobilisation partielle en septembre 38. Il fallait y aller une fois pour toutes, et il n'y a pas de défaitisme dans l'armée française. Vous citez un sondage qui est un des tout premiers d'ailleurs de l'histoire en France, qui indique que les 3/4 des Français ont parfaitement compris l'entrée en guerre de leur pays, sauf
un parti, le Parti communiste. Je dis bien un parti parce que beaucoup de communistes ont très bien compris et se sont engagés. Le PC qui, en raison du pacte de non-agression germano-soviétique qui avait été signé en août, eh bien, considère que cette guerre est une guerre inter-impérialiste et qu'ils n'ont pas à y prendre part. D'ailleurs, Thorez, le secrétaire général du PC, est parti en URSS. Oui, le Parti communiste français a un petit peu traîné les pieds. Il a mis au moins 2-3 semaines pour adopter la nouvelle ligne mise au point par le Comintern. Ils ont voté les crédits de guerre. Alors, ils ont dans un premier temps voté les crédits de guerre et ils ont mis du temps. Avant, la ligne était antifasciste. Les militants communistes avaient en 1936 beaucoup milité pour lutter contre la guerre, la future guerre nazie. Ils étaient antifascistes, anti-nazis. Et puis on leur dit pratiquement du jour au lendemain, écoutez, c'est plus une guerre antifasciste, ce n'est plus la démocratie qui lutte contre les régimes fascistes, c'est une guerre inter-impérialiste et donc vous devez demander coûte que coûte donc la paix. Et oui, puisque Staline avait signé le pacte de non-agression avec l'Allemagne, chose absolument extraordinaire quand on y songe aujourd'hui, pacte qui a d'ailleurs permis à Staline de partager la Pologne avec Hitler et de profiter du pacte germano-soviétique aussi pour donner à son pays les frontières de l'ancien empire des Tsars. Ce nouveau crime fait suite à l'agression dont la Pologne fut victime et qui a déchaîné la guerre en Europe, car telle était la volonté de Hitler. Tandis que l'Allemagne s'empare d'une moitié de l'innocente victime, la Russie complice prend sans coup férir l'autre moitié. Aussitôt après, la Russie exige de l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie des positions stratégiques. Les États scandinaves s'inquiètent. Cependant, la Russie demande à la Finlande les îles Åland sous prétexte qu'elle menace Leningrad. Et brusquement, sur l'ordre de Voroshilov, sans déclaration de guerre, les avions russes bombardent Helsinki, capitale de la Finlande. Le monde révolté assiste à cette inqualifiable agression. 146 millions d'habitants contre un petit peuple de 3 834 000 habitants. Et oui, la drôle de guerre, c'était sur le front ouest, pas en Pologne, vous le rappelez, Jean-Pierre Azéma, ni en Finlande, attaquée par Staline le 30 novembre 1939, puisque la Finlande, c'était une ancienne possession de l'Empire des Tsars, et une guerre qui a duré plus de 3 mois, malgré l'écart entre les forces, entre la petite Finlande et l'énorme URSS. Oui, à la surprise générale, à la surprise de l'état-major soviétique, de l'armée rouge, ça va sans dire. À la surprise aussi de l'Allemagne qui est neutre, si j'ose dire, qui regarde les opérations extrêmement près, et des Français et des Britanniques. Il faut dire que le camarade Joseph, pour parler comme cela, avait largement purgé quand même l'armée rouge. Oui. On peut estimer peut-être qu'au moins les 2/3 des officiers avaient été purgés. Le grand amiral de la flotte, le maréchal patron des armées, etc., nombre incalculable, une dizaine de commandants d'armées, etc., avaient été purgés, c'est-à-dire purement et simplement fusillés. Bon, alors je veux dire que là, ça pose quand même des petits problèmes, au moins au niveau tactique. Et puis, les Finlandais étaient chez eux. Et ils se battaient sur leur territoire à eux. Ils savaient, les soviétiques aussi, qu'il y avait un hiver et qu'il y avait un certain nombre de conditions idoines pour se battre. Mais la Finlande, dans un premier temps, c'est-à-dire pendant au moins 1 mois, va tenir tête à l'armée rouge qui va perdre des dizaines de milliers de bons hommes. Ensuite, seulement, mais à partir du début du printemps, en tous les cas, la fin février et début mars, à ce moment-là, il y aura le rouleau compresseur de l'armée rouge. Voilà. Alors ça, c'est un net avertissement pour l'armée rouge. C'est aussi très intéressant pour Hitler qui se dit que dans le fond, l'armée rouge, c'est pas grand-chose. Et puis, la Grande-Bretagne et surtout la France va s'enflammer donc pour défendre la Finlande comme on aurait dû défendre l'Espagne. Défendre sans le faire parce que Daladier, qui est le chef du gouvernement, disait président du Conseil à l'époque, ne bouge pas. Donc on est scandalisé en France, mais on ne fait rien pour aider la Finlande. D'ailleurs, vous dites que c'est une des raisons du départ de Daladier, qui est remplacé justement, juste à la fin de la guerre de Finlande, par Paul Reynaud, qui sera d'ailleurs le dernier chef du gouvernement français de la Troisième République.
enfin avant-dernier, si on admet que Philippe Pétain est Oui. le dernier président du Conseil de la 2e République. Daladier était quand même très, très partant pour la Finlande parce que il se passait pas grand-chose et on commençait à se dire en France, bon, tout ça c'est bien gentil, mais que faire? Qu'est-ce que fait le gouvernement? Il y a de 2 500 000 qui sont l'arme au pied, alors que faire? Donc il a imaginé d'accélérer ce qu'on appelait la guerre périphérique, c'est-à-dire de gêner le Reich, et notamment, donc, alors là de manière indirecte, pas par la Finlande, mais en tous les cas de le gêner économiquement par le minerai de fer et sur le pétrole. Voilà. On y reviendra, mais il est remplacé donc par Paul Reynaud. Oui, Alors lui, Paul Reynaud, c'est important parce que, vous le rappelez, c'est un des rares anti-munichois du sérail politique à l'époque. Oui, qui n'avait pas démissionné quand même, mais c'est vrai qu'il avait pris position contre Munich. Mais surtout, il apparaît un petit peu comme un peu va-t-en-guerre, qu'il pensait que son prédécesseur, Daladier, c'était un mollasson. Daladier est un ancien combattant de la guerre de 14. Pendant 4 ans, il a, comme disait les militaires, crapahuté. Reynaud ne l'a pas faite, la guerre. Il y a une différence de sensibilité, de réaction devant la guerre, et Reynaud veut marquer sa différence par rapport à Daladier. Ce qui n'empêche pas la drôle de guerre de continuer, en tout cas sur le front ouest, où il ne se passe rien, avec 2 millions de soldats français et anglais qui s'ennuyaient à mourir, si on peut dire, ou plutôt à ne pas mourir, le long de la ligne Maginot et de la frontière franco-belge. Les hommes veillent, l'arme à portée de la main, la nuit comme le jour, et la moitié au moins de l'effectif reste en tout temps éveillée. Ainsi vit le front d'une activité en vérité incessante. Surveillance toujours en éveil, lutte contre les patrouilles adverses, ruse de l'ennemi à déjouer, coup de main à repousser. Ainsi, une héroïque ténacité, un tragique quotidien, anime-t-il d'un vivant commentaire ce qu'exprime l'absence de changement important dans les positions adverses, ces simples mots? Rien à signaler. Dans la phase actuelle de cette guerre, justement dite guerre des nerfs, guerre d'usure, une longue et ferme patience, un allant résistant même à l'inertie, constituent à eux seuls un héroïsme quotidien. On n'est jamais seul, une chanson de Fernandel pendant la drôle de guerre, avec cet ennui que chante Fernandel sur le front, cet ennui partagé par des millions de soldats qui s'y trouvent. L'ennui d'ailleurs que tout le monde, que tous les soldats mobilisés de l'époque éprouvent. Il y a Alfred Fabrelus qui écrivait « On ne se battait pas contre les Allemands, mais contre l'ennui ». Vous citez également Jean-Paul Sartre, mobilisé sur le front, et qui écrivait donc à Simone de Beauvoir, je la cite, « Aujourd'hui, en revenant d'un petit café situé en bas de la colline, j'ai entendu le canon à ma droite, le gros éclatement sourd. Ça m'a semblé un bruit paisible et quotidien, une espèce de nécessité administrative. J'imaginais que la terre labourée par l'explosion, mais je ne pouvais imaginer qu'il y eut mort d'homme à cause de la nature de cette guerre. Et signe à demain, je vous aime, ma petite fleur. » La petite fleur, c'était évidemment Simone de Beauvoir. Ajoutons qu'il y a eu quand même des milliers de morts, à l'inverse de ce qu'on pense, la maladie. Et aussi des accidents divers, ce qui fait qu'il y a quand même eu des morts imprévues sur le front du Nord-Est. Des petites opérations aussi, notamment en Sarre. Oui, des opérations. Il y avait des corps francs qui allaient prendre quelques prisonniers, qui allaient faire quelques prisonniers, qui allaient repérer un certain nombre de choses. Mais enfin, tout cela, on voulait de toute manière, la stratégie était défensive. Oui. Et alors justement, Daladier est bien conscient du fait, et Reynaud sont bien conscients du fait que ça risque de démoraliser la troupe. Alors on approvisionne, il y a suffisamment de vin, vous dites, même s'il y a pas mal de bromure dans le vin. On buvait fort dans les tranchées, j'allais dire non, pas de tranchées, loin de la ligne Maginot. Daladier fait distribuer des milliers de ballons de foot sur le front. Au moins, oui. Et puis, le vin chaud. Le pinard, il y en a eu. Il y en a eu vraiment un pinard. Et ça a été même une œuvre nationale que nos soldats puissent pouvoir boire ce dont ils avaient envie. Comment expliquer ce refus de se battre, Jean-Pierre Azémad? Vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, il y avait la peur du carnage qu'avait été 14-18. C'est fondamental. Rattraper aussi le retard en matière d'armement. Et puis, on compte beaucoup sur ce qu'on appelle le blocus, l'asphyxie de l'Allemagne. Oui, ça, c'est les Anglais. Les Anglais qui se méfient un petit peu du prurite, de l'agitation un peu française, pensaient qu'en tenant les mers,
grâce à la Royal Navy, grâce aussi à la marine française, l'économie allemande serait étouffée et il y aurait de fait un mouvement d'opinion contre Hitler, et il y aurait même des révoltes contre le régime hitlérien. Or, on s'est vite aperçu que le blocus ne fonctionnait qu'imparfaitement. Pourquoi ? Parce que d'abord, les soviétiques pouvaient fournir un certain nombre de matières premières, et les Italiens, qui jusqu'au 10 juin, donc, restent neutres. En tout cas, ce blocus explique une opération en Norvège dont on a peu parlé, qu'on a même oublié aujourd'hui, parce qu'elle s'est produite quelques jours avant la grande offensive allemande sur le front ouest. La ligne Maginot attendait depuis 7 mois la ruée allemande. Mais tandis qu'Hitler hésitait à déchaîner cette guerre éclair dont il a si souvent menacé les Alliés, le blocus autour de l'Allemagne se resserrait lentement et devenait chaque jour plus rigoureux, plus efficace. Le Reich voyait diminuer ses réserves de minerais, alors que les Alliés, maîtres des océans, pouvaient en accumuler des stocks inépuisables. Les industries d'armement françaises et anglaises en profitèrent pour intensifier leur production et parvinrent à rattraper puis à dépasser le Reich, dont la préparation à la guerre était commencée depuis plusieurs années. Se sentant menacée sur ce point vital, l'Allemagne entreprit une action contre la Norvège afin de s'assurer la possession des ports d'où sont exportés les minerais provenant de Suède. Les flottes alliées ont riposté immédiatement avec une vigueur, une audace et une habileté dignes des traditions navales britanniques et françaises. 18 navires allemands, dont 6 bâtiments de ligne, et 12 destroyers et auxiliaires transportant des troupes et du matériel ont été coulés dans cette bataille qui se poursuit par la destruction des bateaux du Reich réfugiés dans les fjords. Et oui, on s'était battu en Pologne, on s'était battu en Finlande, et on se bat aussi quelques semaines avant le déclenchement de l'offensive à l'ouest, l'offensive allemande, on s'est battu en Norvège. Oui, il y a un front scandinave. Ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est que aussi bien Churchill que Hitler pensaient que la Norvège était stratégiquement capitale. Donc, comme d'habitude, le Reich va prendre les devants. Ensuite, les Français et les Anglais vont débarquer. Ils ne vont pas gagner grand-chose. Ils ne vont pas être capables de soutenir l'armée norvégienne qui, elle, a commencé de résister parce que la Luftwaffe, l'arme de Göring, va être extrêmement efficace. À l'exception d'un débarquement. Oui, à Narvik. Oui. Mais quand vous dites que c'était pas qu'on a attaché de l'importance, c'est vrai. Oui. Le fer de Suède passait par la Norvège, et c'était 90% du fer dont les Allemands avaient besoin. Oui, de ce qu'on estimait que les Allemands avaient besoin, ou du moins pouvaient prendre donc dans la péninsule scandinave. Le fer et le pétrole. Voilà. Donc on pensait, à bas coût. Là, c'était tout à fait des dérives. C'est une folie. On pensait qu'on allait enflammer Bakou et que tous les pétroles de l'Union soviétique allaient s'enflammer. Enfin, c'était vraiment stupide. Quand vous dites on, c'est Paul Reynaud. Oui, et le général Weygand, dans l'état-major. Les Gamelin. Il pensait même qu'ensuite on remonterait de Bakou, qu'on pourrait redescendre de la Scandinavie, et que du côté de Moscou, ces troupes franco-anglaises, si, parce qu'on prenait le risque quand même de déclarer la guerre à l'URSS. Si jamais l'URSS entrait en guerre, on pourrait à ce moment-là donc prendre en tenaille l'armée rouge dès lors qu'il y aurait une guerre, ce qui n'était pas exclu entre les Franco-Britanniques et l'URSS. Les Anglais étant de leur côté quand même très réservé. Alors on s'est battu donc en Norvège, et c'est au moment de la prise de Narvik qu'on entend Paul Reynaud dire « la route du fer est coupée, l'Allemagne a perdu la guerre », et il le dit malheureusement quelques jours ou au moment précis où elle est en train de la gagner. Traverse la Meuse. Elle traverse la Meuse et elle est attaquée donc la France dans la drôle de guerre donc se terminait. C'était le début d'une campagne de France qui en 6 semaines allait défaire l'armée française. Nous en parlerons demain dans la 3e partie de cette série d'émissions de 2000 ans d'histoire sur l'année 1940. Merci Jean-Pierre Azéma. Pour en savoir plus, donc, je recommande la lecture de votre livre 1940, l'année noire, publié chez Fayard. Vous êtes également l'auteur de la préface du livre La France pendant la Seconde Guerre mondiale, atlas historique dirigé par Jean-Luc Leleu, Françoise Passera et Jean Quélien, publié chez Fayard. Vous avez également participé au numéro spécial de la revue L'Histoire d'avril dernier, intitulé France 1940, autopsie d'une défaite. Vous avez pu entendre des extraits des archives du journal de guerre, des actualités filmées du service cinématographique de l'armée, édité en coffret de 5 DVD par le CPAD et One+One, des archives formidables.
ainsi que des archives pâtées de 1939 et 1940, issues du journal de votre année, disponibles en DVD aux éditions Montparnasse. À voir enfin le documentaire de Jean-Christophe Rosé, La guerre des images, consacré à la drôle de guerre et à la débat, qui sera diffusé demain, mercredi 16 juin, à 20h35 sur Arte. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Ludovic Asselot, Arnaud Caillé, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Hirsch-Kobilac.